Je suis âgée de 96 ans et je suis fatiguée de porter ce fardeau. Mon mari, Clarence, avait une autre famille, un autre enfant. J'ai découvert la vérité en 1971 et j'ai gardé ce secret pendant 53 ans. Il y a 4 semaines à peine, cet enfant, un homme de 59 ans prénommé Curtis, a frappé à ma porte. Maintenant, mes enfants savent tout ce que leur père était vraiment. Et honnêtement, ils savent aussi tout ce que je suis devenue à cause de cela. Clarence et moi nous sommes mariés le 12 juin 1949 à l'église baptiste Mount Zion sur la rive sud de Chicago. J'avais 21 ans. Lui en avait 23 et c'était l'homme le plus beau que j'ai jamais vu. Et je veux que vous compreniez une chose. Tout le monde dans cette église le savait. Et c'était une partie du problème. Mais j'y reviendrai. Nous avons emménagé dans une maison sur Langley Avenue, la même maison où je me trouve aujourd'hui, la même cuisine, la même fenêtre par laquelle je regarde depuis 75 ans. Nous avons eu Robert en 1951, Denise en 1953, Sharon en 1956 et Michael en 1960. 4 enfants dans une maison de 2 chambres. Et pourtant, nous nous en sommes sortis. Parce que quand on est jeune et amoureux, on croit que c'est suffisant. Laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas suffisant. L'amour sans honnêteté, c'est comme une belle pièce sans plancher. Clarence travaillait à Wisconsin Steel, sur la rive sud-est. Pendant 31 ans, il rentrait chaque soir avec une odeur de feu et de métal. Il entraînait une équipe de baseball le samedi, était diacre à Mount Zion, le genre d'homme que les gens montraient du doigt lors des pique-niques de l'église en disant « Voilà un bon homme ». Et il l'était. À 96 ans, je ne vais pas mentir là-dessus. Clarence était bon avec ses enfants. Il était bon pour le quartier, charmant, généreux, le préféré de tous. Mais voici ce que j'ai appris en 96 ans. Les personnes que tout le monde aime ont parfois autant d'amour à donner parce qu'elles le répartissent dans des endroits où elles n'auraient jamais dû. Octobre 1971. Je m'en souviens parce que Sharon était à la table de la cuisine en train de fabriquer son déguisement d'Halloween. Elle voulait ressembler à Diana Ross et la radio était allumée. Clarence était censé être à une réunion des diacres à l'église. Cette année-là, il avait beaucoup de ces réunions, des réunions le mardi, le jeudi, le samedi matin. Écoutez-moi bien, je ne suis pas une idiote. On m'a appelé beaucoup de choses, mais jamais une idiote. Une femme sait quand l'atmosphère de sa propre maison change. On vous dira que vous inventez des choses, que vous vous faites des idées. Mais une femme sait. Ne laissez personne vous dire le contraire. J'ai fouillé dans les poches de sa veste. Après 22 ans de mariage, je ne l'avais jamais fait. Je n'en suis pas fière, mais je l'ai fait. J'y ai trouvé une photographie, un petit garçon, peut-être 5 ou 6 ans, debout devant un bâtiment en briques que je ne reconnaissais pas. Au dos, de l'écriture de Clarence, Curtis, 6 ans, avril 1971. Je n'ai pas crié, je n'ai rien jeté. Je me suis assise à la table de la cuisine en face de Sharon et de sa petite perruque de Diana Ross et j'ai regardé cette photo. J'ai pensé très calmement. Voici ce que 22 ans de mariage t'ont apporté. Clarence est rentré à 23h30 ce soir-là. J'étais assise dans le noir, dans le salon. Il a allumé la lumière, m'a vue tenant la photographie et son visage s'est décomposé. Comme si un mur s'effondrait sous mes yeux. Il n'a même pas essayé de nier. Il a dit « Pearl, laisse-moi t'expliquer ». J'ai répondu « Tu as une seule chance, Clarence, une seule ». Elle s'appelait Vera Simmons. Elle vivait sur la rive ouest, sur Pulaski Road. Il la voyait depuis 1964, 7 ans. Curtis était né en 1965. Mon mari avait un fils de 6 ans à 20 minutes de chez nous
et il allait et venait entre nos deux familles comme s'il s'agissait de simples quarts de travail à l'usine. Mais ce n'est pas l'infidélité que j'ai tue pendant 53 ans. C'est ce que j'ai fait ensuite, parce que découvrir l'existence de Vera ne m'a pas changé. Ce sont mes choix après cette découverte qui ont tout changé. J'aurais dû partir, je le sais. Vous le pensez aussi et vous avez raison. Mais écoutez-moi, nous étions en 1971. J'avais 43 ans, avec 4 enfants âgés de 11 à 20 ans. Je n'avais pas de travail. Clarence ne voulait pas que je travaille. Et comme une idiote, je l'ai écouté. Pas d'argent à moi. La maison était à son nom. Et dans notre communauté, dans notre église, si Pearl Davis divorçait de Clarence Davis, savez-vous ce qu'on aurait dit? Elle n'a pas su garder son mari. Il y a forcément un problème avec elle. C'était comme ça. Peu importe si ça ne vous plaît pas. C'était comme ça. Alors je suis restée. Mais j'ai posé des conditions. J'ai dit à Clarence qu'il devrait mettre la maison à mon nom, qu'il devrait verser 200 $ chaque mois sur un compte à mon nom seulement, et qu'il ne reverrait jamais cette femme ni cet enfant. Sinon, je me lèverais un dimanche matin à l'église baptiste Mount Zion et je raconterais à chaque personne dans ces bancs quel genre de diacre ils avaient vraiment. Clarence a pleuré. Il s'est mis à genoux sur ce plancher et a tout accepté. Et moi, à 96 ans, je peux vous dire que la chose la plus dangereuse au monde, c'est une femme qui veut croire son mari. Nous sommes capables de nous convaincre de n'importe quoi. Je suis devenue une autre femme après cette nuit-là. Mes enfants l'ont senti. Je me suis endurcie. Je surveillais tout. Chaque appel téléphonique, chaque soirée tardive, chaque dollar. J'ai dirigé cette maison comme une gardienne de prison parce que j'avais peur que tout s'effondre si je clignais des yeux. Mes enfants ne comprenaient pas pourquoi leur mère était toujours en colère, toujours méfiante, toujours froide. Robert me l'a dit un jour en face. Il avait peut-être 12 ans. Il a dit: c'est papa qui maintient cette famille unie, pas toi. J'ai eu envie de le prendre par les épaules et de lui dire: tu n'as aucune idée de ce que je maintiens ensemble. Mais je me suis contentée de répondre: va faire tes devoirs. Denise m'a fait le plus mal, sans même le savoir. Elle avait 19 ou 20 ans et s'apprêtait à sortir. Nous nous sommes disputés pour une broutille. Sa jupe, je crois. Elle m'a regardée et a dit: maman, pourquoi es-tu si méchante? Papa ne se comporte jamais comme ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Comme si j'avais choisi cette vie un matin en me réveillant. Comme si je ne veillais pas sur tout ce qu'elle tenait pour acquis. Et savez-vous ce que j'ai découvert plus tard? Clarence n'a jamais cessé de voir Vera. Il n'a jamais cessé de voir Curtis. Les 200 $ qu'il mettait sur mon compte chaque mois, il lui en donnait 300. Il m'a regardé dans les yeux, a pleuré sur le sol de ma cuisine, a accepté mes conditions et est retourné la voir dès la semaine suivante. Pendant 36 ans, il m'a manipulée. Je me suis transformée en une personne que mes propres enfants n'aimaient même pas. Et tout ça pour rien. Voici ce que je ne peux pas pardonner. Non pas l'infidélité, mais le fait que je sois devenue la méchante de ma propre famille en protégeant un mensonge qui ne servait à rien. Clarence est mort le 8 mars 2007. Une crise cardiaque lors d'un dîner de retrouvailles à l'usine. Il est mort entouré d'amis, de gens qui lui serraient la main et racontaient des histoires sur le bon vieux Clarence. 400 personnes à son enterrement. Debout, faute de place, à Mount Zion. Le pasteur l'a qualifié de pilier de la communauté. J'étais assise au premier rang dans ma robe noire et je n'ai pas versé une larme. Pas une seule.
Denise m'a serré la main pendant l'hymne et a chuchoté: «Tu peux pleurer, maman.» J'ai répondu: «Je sais.» Mais je ne l'ai pas fait, parce que j'avais épuisé toutes mes larmes pour cet homme 36 ans plus tôt, et il ne l'a même pas su. Après la mort de Clarence, mes enfants se sont éloignés. Robert est parti à Milwaukee. Sharon est allée à Atlanta. Mikil a trouvé un travail à Houston. Denise est restée à Chicago, mais elle vient de moins en moins souvent. Nous parlons au téléphone le dimanche, peut-être 10 minutes. Elle me demande comment va ma tension. Je lui demande des nouvelles de son jardin. Et nous faisons semblant que c'est une vraie conversation. Je vis seule dans cette maison depuis 17 ans, 75 ans sur Langley Avenue. Et la plupart du temps, la seule voix que j'entends est la mienne. Croyez-moi, vous ne voulez pas être la seule personne à vous écouter à 96 ans. Il y a 4 semaines, un samedi matin, j'étais assise dans mon fauteuil en faisant la grille de mots croisés du Tribune. Je la fais tous les jours, ça maintient mon esprit vif. À 96 ans, mieux vaut garder son esprit vif, sinon il s'en va sans vous. Quelqu'un a frappé à ma porte. Je ne reçois jamais de visiteurs le samedi. En vérité, je n'en reçois presque plus du tout. J'ai ouvert la porte et il y avait un homme sur mon perron. 59 ans, une carrure moyenne, les tempes grisonnantes. Et avant même qu'il n'ouvre la bouche, j'ai su qui il était. Parce qu'il avait les yeux de Clarence, ce brun profond, ces petites rides au coin des yeux. Il ressemblait à Clarence le jour de notre mariage. Debout sur mon perron, avec le visage de mon mari, il a dit: Madame, je m'appelle Curtis Simmons. Je crois que mon père était Clarence Davis. Je suis restée là un long moment, puis j'ai dit: Je sais qui tu es. Entre. Curtis s'est assis à ma table de cuisine, la même table où j'avais trouvé cette photographie 53 ans plus tôt, et m'a tout raconté. Vera était morte en 2015. Clarence leur rendait visite régulièrement jusqu'à sa mort. Curtis avait des cartes d'anniversaire, des photos de Noël, des clichés de Clarence le tenant bébé, à ses matchs de baseball, à la remise de son diplôme de lycée et même à son mariage. Mon mari avait assisté au mariage du fils d'une autre femme, et je ne le savais pas. Curtis avait apporté une boîte, des lettres, des photographies, une vie entière dans une boîte à chaussures. À l'intérieur, il y avait une lettre écrite par Clarence en 2006, un an avant sa mort. Elle disait: Je me souviens de chaque mot parce que certaines phrases s'impriment dans votre cerveau et n'en partent plus. Toi et ta mère méritiez mieux que de vivre dans l'ombre. Pearl méritait la vérité. J'ai été trop lâche pour vous la donner. Je suis désolée, mon fils. Lâche. Son mot, pas le mien, bien que j'aurais choisi le même. Curtis m'a regardé de l'autre côté de la table et a dit: Madame Davis, je ne suis pas venue pour causer des ennuis. Je voulais simplement connaître la famille de mon père. J'ai regardé cet homme, cet enfant qui n'avait rien demandé, qui avait grandi sans le nom de son père, qui avait passé 59 ans dans l'ombre. Et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Je n'étais pas en colère contre lui. J'avais de la peine, parce que Clarence avait échoué envers chacun d'entre nous. Chacun. J'ai appelé Denise ce soir-là. Je lui ai dit: Ma chérie, il faut que tu viennes. Il y a quelque chose que j'aurais dû te dire il y a très longtemps. Elle est venue. Je lui ai tout raconté. 53 ans de silence brisé à ma table de cuisine, autour de 2 tasses de café devenues froides parce que ni l'une ni l'autre n'a pu en boire. Denise n'a pas parlé pendant longtemps. Puis elle a dit, très doucement: Toutes ces années, c'est pour ça que tu étais méchante,
dure, froide, que tu surveillais tout. Oui, elle s'est mise à pleurer, pas des larmes polies, celles qui montent d'un endroit profond, d'un endroit dont on ignorait qu'il contenait quoi que ce soit. Elle a dit: «Maman, je te l'ai dit, j'étais là, dans cette cuisine, et je t'ai dit que papa était le bon, je te l'ai dit en face.» J'ai répondu: «Je sais, ma chérie.» Elle a demandé: «Pourquoi tu ne nous as rien dit?» J'ai dit: «C'était la seule chose honnête qui me restait, parce que je voulais que vous ayez un père, même si ça vous coûtait une mère.» Elle a saisi mes mains de l'autre côté de la table. Ma fille ne m'avait pas tenu la main depuis, je ne saurais même pas dire combien d'années. Elle s'est accrochée comme si j'allais disparaître. Robert a appelé le lendemain depuis Milwaukee. Il était silencieux, ce qui n'est pas dans sa nature. Il a dit: «Maman, je te dois des excuses. J'ai passé 40 ans à penser que toi, tu étais le problème.» J'ai répondu: «Tu étais un enfant, Robert. Les enfants croient ce qu'ils voient.» Il a dit: «Je ne suis plus un enfant et je suis désolé.» Celui-là, je l'ai senti. Sharon a pleuré au téléphone pendant 40 minutes d'affilée. Elle répétait: «Maman, tu aurais dû le quitter.» Et vous savez quoi? Elle a raison. Elle a absolument raison. Mais avoir raison et pouvoir agir, ce sont deux choses très différentes. J'aimerais que plus de gens le comprennent. Michael n'a pas appelé. Il a 64 ans maintenant et vit à Houston. Il était toujours le fils de Clarence, le suivait comme une ombre. Je suppose que découvrir la vérité doit lui donner l'impression qu'on a enlevé le plancher sous la maison qu'il a construite toute sa vie. Je comprends ça. Je l'ai vécu. Mais j'ai 96 ans. Je n'ai pas le luxe d'attendre que tout le monde soit prêt. Le temps est la seule chose qui me manque. Denise vient maintenant tous les samedis. Elle traverse la ville, s'assoit dans cette cuisine et nous faisons les mots croisés ensemble. Elle est nulle, franchement, mais je ne le lui dis pas. Robert vient de Milwaukee le mois prochain. Il dit qu'il amènera ses petits-enfants. Je ne les ai jamais rencontrés. Je vais rencontrer mes arrière-petits-enfants pour la première fois à 96 ans. Si ça ne vous dit pas quelque chose sur ce que les secrets font à une famille, rien ne le fera. Michael appellera quand il sera prêt, ou il ne le fera pas. J'ai passé 53 ans à attendre qu'un homme fasse ce qu'il fallait. Je ne recommencerai pas. Langley Avenue, 75 ans. La même cuisine, la même fenêtre. Mais quand Denise me tient la main le samedi, je ne suis plus la méchante. Je ne suis plus la femme de Clarence, je suis juste maman. Et j'ai attendu très très longtemps pour redevenir ça.